Carouge, c'est un peu l'Italie, hein. Bah oui, c'est sûr, c'est la ville qui a été dessinée, conçue par des architectes du royaume de Sardaigne. Ça se voulait justement une cité innovante, une cité nouvelle, une sorte de carrefour en fait pour le commerce. Et aujourd'hui, cet esprit pionnier, il est encore présent dans tout un tas de solutions durables dans les rues juste à côté d'ici. Pas de limite pour satisfaire la curiosité de Philippe et Colline. Alors on découvre comment les cantines scolaires se réinventent. Allez, on embarque la frange, tac tac. C'est vous qui êtes au plus près des enfants lors du repas de midi. On poussera la porte d'une entreprise sans patron. Chez nous, il n'y a pas de chef, donc il y a des gens qui sont autonomisés sur leur rôle. Quel bilan pour les projets zéro déchet et le retour des consignes? Un retour, 50 centimes de consigne. Ah, j'ai gagné ma journée. L'urbanisme, c'est aussi une nouvelle manière de penser les grands travaux. C'est le tuyau du chauffage à distance de Géniter qui va donc amener de l'énergie renouvelable. Et on vous invitera à une rencontre inattendue avec les castors de Larves. Il faut venir suffisamment tôt, s'installer et après s'immobiliser, ne plus faire de bruit. Cette découverte des solutions durables à Carouge, Philippe et Colline retombent en enfance. Ils se penchent sur le menu des cantines. À l'école des promenades, sont préparés tous les repas des écoles de la ville. Et pour en savoir plus, Colline va passer en cuisine. Allez, on embarque la frange, tac tac. Après, il faudra que je me recoiffe, ça va être super. Bienvenue, je vous présente ma cuisine de production. Alors aujourd'hui, le menu, c'est la semoule avec des boulettes d'agneau à la provençale et une ratatouille. Magnifique. Puis là, par exemple, cette ratatouille, vous voyez, elle est coupée fine. C'est pour les enfants parce que d'habitude, normalement, la ratatouille, c'est en plus gros morceaux. Donc tout est adapté pour les enfants. Les bonnes intentions, c'est une chose, mais pour qu'un menu remporte le succès, c'est une autre histoire. Alors, c'est vous qui êtes au plus près des enfants lors du repas de midi. Quand on apporte une assiette comme celle-là à table aux enfants, qu'est-ce qu'on leur dit pour qu'ils mangent tout? Alors déjà, on lui dit bon appétit pour l'encourager à appréhender l'assiette. Et puis, c'est peut-être pas cette assiette-là qui posera entre guillemets le plus de problèmes. Il y a des boulettes, il y a quelque chose qui est plutôt connu. Mais ensuite, c'est une discussion. Il y a des enfants qui vont l'aborder facilement, d'autres qui vont avoir plus de difficultés. Donc, il n'y a pas de recette miracle à appliquer sur tous les enfants. C'est vraiment quelque chose d'individuel dans la relation. Et alors là, comment est-ce que vous poursuivez le dialogue pour que ces légumes plus difficiles, par exemple, puissent passer? C'est une approche ludique, créative? Alors il y a de ça, effectivement. La grande difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants. Alors pas trop d'enfants, mais néanmoins beaucoup d'enfants malgré tout. Donc c'est des animateurs qui vont tourner et puis s'intéresser à chacun les uns après les autres. Maintenant, effectivement, c'est les ressources que les animateurs ont en eux, avec soit par l'humour, soit par l'encouragement, etc. Ou avec des négociations. Tu manges la moitié de tes haricots, la moitié de la moitié. Et puis petit à petit, on les amène à les encourager, surtout les valoriser. Et leur dire bravo, même s'ils ont mangé, semble-t-il, trop peu. Peut-être que la fois d'après, ils mangeront plus. Et puis c'est vraiment un travail de longue haleine, surtout. Et ce qui est important, c'est la connaissance des enfants. Au bout d'un moment, il y a une relation qui s'établit. Et le plus important autour de ce qui se passe avec les assiettes présentées aux enfants, c'est le lien qu'il y aura entre l'adulte et l'enfant, qui permet d'atteindre des objectifs qui sont qu'ils mangent à leur faim et qu'ils aient les équilibres qu'il faut. Manger à sa faim, mais aussi ne rien laisser dans son assiette. Un autre défi de taille. Ils doivent prendre de tout, ils doivent goûter à tout, mais après c'est eux qui disent s'ils veulent la petite faim ou la grande faim. Ils peuvent revenir se servir en ratatouille, en semoule, s'ils ont fini tout leur plateau, que ce soit de la salade au dessert. Après, ils peuvent bien sûr se resservir. Limiter les déchets alimentaires, c'est toute une éducation qui peut également commencer à la cantine. Et pour cela, il y a un petit jeu. Chaque enfant bricole un monsieur poubelle et puis il le porte à la maison pour l'utiliser avec les parents, donc pour que la discussion continue, le sujet soit encore traité à la maison. Et en fait, monsieur poubelle regarde dans la poubelle verte, dans les déchets, ou même dans les assiettes par exemple, et s'il y a des déchets
évitables, donc des choses qui pouvaient se manger et étaient jetées, il est triste. Autrement, si on a tout fini ou si on a servi les bonnes quantités, il reste content. C'est aussi une solution low cost, quelque chose de simple que tout le monde comprend. Voilà, c'est vraiment intelligible. L'objectif, c'est qu'il soit interactif et qu'il soit co-construit avec l'enfant. Le restaurant scolaire, c'est un lieu extraordinaire d'observation des changements de la société. En Suisse, les générations d'enfants aujourd'hui, même les adultes animateurs, mangent très peu de légumineuses. Or, l'équilibre céréales-légumineuses, c'est un équilibre parfait au niveau protéinique. Pour la ville de Carouge, la question de la santé publique à travers la restauration des restaurants scolaires est un élément très important. In fine, tout ce qu'on met en place disparaisse derrière et que pour les enfants, ils aient simplement du plaisir de manger la nourriture agréable, variée. Et avant d'arriver à une assiette idéale, c'est une réflexion qui a donc été engagée avec une labellisation exigeante. Au départ, on va faire un diagnostic des pratiques en cuisine. On va vraiment analyser tous les menus, on va analyser tous les achats et on va essayer de diriger le choix des produits vers des produits qui soient plus durables, de meilleure qualité nutritionnelle. On va faire en sorte que les produits soient d'origine suisse, les produits qui ne sont pas d'origine suisse, donc qui sont importés, on va faire en sorte qu'ils aient un label qui soit reconnu. On va demander à ce que la plupart des préparations soient faites maison. On va même beaucoup plus loin que ça en vérifiant le dessous des casseroles, savoir s'il est bien plat, les modes de cuisson, pour pas qu'il y ait de perte énergétique et pas de perte nutritionnelle aussi. Carouge est pionnière dès le plus jeune âge. Dans le monde professionnel, on trouve aussi dans la cité sarde une curiosité, une entreprise sans patron. Chez nous, il n'y a pas de chef, donc il y a des gens qui sont autonomisés sur leur rôle. Et donc du coup, il faut que quand vous avez une problématique X ou Y à régler, vous connaissiez le rôle qui est capable de la régler, qui a l'autonomie et l'autorité pour le faire. Donc nous, on a une carte en ligne sur le web où vous voyez les gens avec les rôles qu'ils ont. Donc en fait, c'est un peu comme si vous aviez nous on dit les 10 autorités d'un chef traditionnel qui sont découpées et puis distribuées dans l'équipe avec en fonction des talents de chacun. L'entreprise Loico propose des services d'externalisation des fonctions support des entreprises, comme les ressources humaines, les finances, les assurances, le marketing. Elle gère les besoins de plus de 45 000 collaborateurs à travers ses 140 employés. Par rapport à tout le cadre légal du monde du travail, par exemple déclarer ses horaires, toutes ces choses-là, comment est-ce que vous arrivez à vous en affranchir tout en les respectant ? Ouais, c'est une grosse question. D'ailleurs, moi, j'ai fait pas mal de résistance, notamment sur la question de la gestion des temps de travail. À la base, le législateur au niveau fédéral voulait protéger la santé du collaborateur. Mais je ne suis pas sûr que c'est en figeant la question des horaires de travail qu'on protège la santé du collaborateur. D'ailleurs, on n'a jamais mis en place autant de règlements en lien avec ça, puis les gens n'ont jamais été autant malades au travail. Donc, tout le monde peut être dans une posture finalement d'intrapreneuriat. On a normalement la garantie d'avoir des gens engagés, motivés, puis qui œuvrent pour le bien commun, finalement, plutôt que pour eux-mêmes. Est-ce qu'on n'a pas un peu tendance à tomber peut-être dans la réunionnite aiguë avec personne qui tranche et qui prend une décision ? Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment une question de prise de rôle et de prise d'autorité sur le rôle. Donc en fait, il y a tout un travail d'accompagnement, de changement culturel pour que ça se passe vraiment et que les gens prennent leur autorité. On a déjà pas mal de leaders qui ont lâché ce rôle. Et c'est super intéressant ça, parce que dans une boîte traditionnelle, c'est impensable. Vous ne pouvez pas lâcher un rôle de leadership, parce que ça veut dire que vous perdez votre statut que vous mettez sur LinkedIn fièrement, et vous perdez votre salaire, et puis de toute façon, en général, vous ne restez pas dans une boîte. C'est considéré comme un échec. C'est un échec. C'est un échec fondamental d'être finalement qualifié ou de se qualifier soi-même comme inadéquat pour la fonction de leader, alors que toute la société et toute l'organisation vous pousse à prendre ces rôles. Et c'est bien pour ça que ça marche souvent pas, parce que des gens qui sont très bons dans leur métier, des excellents journalistes, vont devenir rédacteurs en chef, alors que c'est potentiellement des billes pour gérer des équipes. Mais parce que finalement, c'est le seul moyen d'évoluer dans votre carrière, aux yeux des autres, aux yeux de vous-même. Ce n'est donc pas le titre de directrice du développement durable qui a attiré Marie dans l'entreprise, mais bien son intérêt pour cette fonction. Marie, tu travailles ici depuis 2018. Qu'est-ce qui te plaît au final dans cette entreprise ? Je dirais c'est l'impact qu'elle a et l'impact que je peux aussi avoir dans les différentes tâches et les différents rôles que je porte au sein de Loico. Les accords de Paris sur le climat, ça concerne les États. Ça vous concerne, vous, à votre niveau, dans l'entreprise, comment ? Alors je dirais que chez Loico, on s'engage vraiment dans cette trajectoire aussi de réduction au maximum de notre empreinte carbone. On s'est aussi engagé avec le programme de la Confédération pour réduire nos émissions au maximum. Et en lien avec ce projet-là, l'année passée, on a déployé un projet d'envergure, des ateliers 2 tonnes, en lien avec ces fameux accords de Paris. Le chiffre. Exactement, pas d'automne, mais 2 tonnes. Et l'ensemble de nos collaborateurs, collaboratrices
ont participé à cette formation, qui est une formation qu'on a rendue obligatoire pour vraiment qu'ils comprennent les enjeux. Et ce qui est intéressant avec cet atelier, c'est qu'au-delà de comprendre les enjeux, les participants partent aussi avec plein de pistes d'action qu'ils peuvent faire dans leur quotidien pour avoir un impact plus favorable. Un impact plus favorable sur son lieu de travail. Mais à Carouge, la ville veut également inciter l'ensemble des habitants à agir. Pour limiter la taille de nos poubelles, on peut aller plus loin. En 2018, Carouge lançait son projet Zéro déchet. Isabelle et sa famille ont relevé le défi et aujourd'hui, jeter un sac poubelle est devenu une rareté dans leur quotidien. Concrètement, les premiers jours, qu'est-ce que vous avez dû mettre en place rapidement? Alors on a dû poser nos poubelles, donc ça c'était le plus dur à mettre en place, sortir une balance et puis voilà, se discipliner pour... on triait déjà, mais pour trier plus activement. Il y a donc des produits que vous avez cessé d'acheter, vous avez changé votre mode de consommation? Oui, tout à fait. On utilisait déjà du savon en barre, mais j'ai commencé le shampoing sec et non plus tous ces shampoings dans des emballages en plastique qu'on peut jeter, ça fait un déchet fou. Et puis c'est des produits qui ont beaucoup de produits endocriniens, surtout les produits de beauté. Donc voilà, j'ai réfléchi à un niveau global, que ce soit les produits de nettoyage, les produits de beauté, les produits pour se laver, tout simplement. Au-delà de ce que vous faites pour votre foyer, il y a un impact qui dépasse quand même le cadre de votre maison dans ce que vous faites? Mais moi, je me suis dit, soit je peux m'améliorer en tant qu'individu et aller plus loin, mais je travaille toute seule, soit je peux essayer d'avoir un impact plus global. Et c'est ça qui a été un élément déclencheur chez moi. J'ai réfléchi, qu'est-ce que je fais dans mon métier? Je conseille des clients sur leurs investissements, donc là, je peux avoir un impact plus global. Donc ça a changé la tournure de ma carrière. Vous voulez dire que le programme que vous avez fait par rapport à Zéro déchet a une résonance et que vous avez changé votre parcours professionnel à la suite de ça? Tout à fait, j'avais déjà les valeurs qui allaient dans ce sens, mes valeurs propres personnelles. Mais avec le projet Zéro déchet, ça m'a fait réfléchir plus globalement. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire finalement. Ça avait une autre résonance et ça a donné du sens. Et en fait, j'avais envie d'aligner les valeurs que j'avais avec ma profession. Les courgettes, ça marche pas. Par contre, les tomates, c'est au top. Et toute la famille s'est prise au jeu. Le mari d'Isabelle a remplacé la mousse à raser par du savon, mais pas seulement. Dans l'alimentation, il n'y a plus du tout de produits transformés, en fait, et je pense que c'est également un bénéfice pour la santé. On cuisine mieux, plus simplement, et c'est plus agréable. On sait que depuis le début, on a réduit à peu près à 10% les déchets. En fait, on approche le 160 kg qui est l'objectif pour le canton 2025. Alors comme ça c'est déjà super sur tous les 23 000 habitants. Alors ça, c'est un résultat super. Et puis on continue. Et chaque année, on a construit un programme, cette année pour les restaurants, avec mon resto Cimet ou avec le défi lunch, en fait, où eux, c'est gagnant-gagnant. En fait, si les personnes viennent avec leur propre contenant. C'est le cas de ce traiteur asiatique de la rue Saint-Victor. Vous pouvez me donner le plat là-dedans? Oui. Et toujours quand vous achetez, vous venez avec boîte, ça fait moins 50 centimes par rapport aux prix que nous qui vont. Sur tous les plats? Tous les plats. Et depuis que vous faites ça, il y a beaucoup de gens qui viennent avec leur contenant, qui participent? Oui, il y a pas mal de clients maintenant qui sont habitués, qui viennent avec cette boîte comme ça, ou son bonne. Ma voisine à côté, ils sont venus avec bonne tous les jours. Et il y a pas mal de bio qui viennent avec son pop-up boîte aussi. À quelques centaines de mètres, dans le vieux Carouge, une rue s'apprête à être entièrement métamorphosée. Pelle mécanique et ouvriers œuvrent depuis des mois pour donner à cette artère un visage plus durable. On est sur cette rue du collège là qui est vraiment en grands travaux. Pour la commune de Carouge, c'est quand même un chantier qui se veut assez exemplaire. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu justement des aménagements qui sont prévus ici dans cette rue du collège? Effectivement, il s'agit d'un projet que nous considérons assez emblématique, d'une manière d'organiser la ville
un peu différente et surtout à hauteur des enjeux d'aujourd'hui en matière de besoin de fraîcheur, de favoriser un certain déplacement décarboné, donc avec la création d'un contourson cyclable, la plantation de très nombreux arbres qui permettront de créer cet ombrage pour les piétons avec des trottoirs élargis plus confortables. La ville de Carouge prévoit la plantation d'une vingtaine d'arbres dans cette rue. Pour s'assurer un approvisionnement local, elle a créé des contrats de culture avec les pépinières genevoises de Bernay. Nous assurons à la commune qu'elle aura la quantité qu'elle voudra au moment voulu, donc on va en mettre plus en culture pour qu'elle ait sa quantité. Et puis effectivement, les jeunes plantes proviennent en partie de nos cultures, mais le métier de pépiniériste a quand même pas mal changé. De moins en moins, on fait toutes les actions depuis le semis ou depuis la greffe. Donc effectivement, on part avec une plante qui provient souvent d'Europe et qui a été peut-être cultivée les premières années dans un sol, dans un climat un peu plus différent. Acclimater ces jeunes arbres dans les pépinières locales est une des clés pour la survie sur le long terme de ces arbres en milieu urbain. Mais les bénéfices vont bien au-delà. Il y a l'acclimatation du climat du sol et le climat aérien, la gestion de l'eau aussi, que la plante elle s'habitue. Et puis la proximité est quand même indéniable. Déplacer de gros arbres sur des centaines de kilomètres ou de gros arbres, entre Bernay et ici, on est à 5-6 kilomètres. L'emprise sera beaucoup plus faible. Et puis, durant toute la culture, durant tout le contrat, nos clients, la commune, j'espère, vont venir nous rendre visite, vont venir tâter le pouls et puis le dernier jour pourront choisir, dire c'est celui-là qu'on veut mettre à cet angle-là. Il y a un côté un tout petit peu symbolique. J'espère que même les oiseaux qui vivent dessus les suivront, quoi. Avec ces plantations et la création d'une piste cyclable à contresens, la rue du collège va changer de visage. Mais ce qu'on ne verra pas, c'est qu'elle va également être transformée en sous-sol, notamment par ce gros tuyau noir. C'est le tuyau du chauffage à distance de Géniter qui va donc amener de l'énergie renouvelable tout au travers de Carouge pour pouvoir amener cette énergie qui vient depuis Lancy jusqu'en direction de Champel et HUG. C'est la chaleur des chenemiers aujourd'hui, demain la chaleur de la géothermie qui va transiter à travers ces tuyaux que vous voyez derrière moi, à travers tout le canton pour amener cette énergie renouvelable à un maximum de preneurs. Le chantier de la rue du Collège se veut donc exemplaire en termes d'aménagement durable, mais aussi en matière de coordination des différents acteurs. Une nouvelle manière de penser la ville que Carouge compte bien projeter ailleurs dans la commune. C'est essentiel, le cadre qui passe ici est l'épine dorsale finalement du réseau structurant. Et pour nous, il est essentiel que dès le départ, on puisse créer des liaisons directes avec les immeubles qui se situent sur le parcours, mais au-delà de planifier avec les SIG une extension du réseau secondaire, c'est vraiment important pour que le plus de bâtiments soient raccordés à cette énergie plus propre à terme et également aussi prévoir à l'avenir ce développement dans d'autres quartiers. Il faudra encore s'armer de patience avant de découvrir la nouvelle rue du Collège. La fin des travaux est prévue pour août 2025. Bonjour, je la ramène, c'est bien ici. Hein. Bonjour, c'est bien ici. Un retour, 50 centimes de consigne. Ah, j'ai gagné ma journée. Le principe de la consigne, ce n'est pas nouveau et c'est simple comme bonjour. Pour nous, c'est dans la suite logique de nos activités parce qu'on a déjà des produits consignés qui viennent soit d'ailleurs en Suisse, soit même d'un peu plus loin, Allemagne, France, Italie même parfois. Cet épicier bio est devenu un véritable ambassadeur, aussi bien auprès de ses confrères que de sa clientèle. Quand on ne connaît pas, on peut avoir quelques appréhensions. Quel accueil ils vous réservent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Pour la plupart d'entre eux, l'idée est accueillie avec enthousiasme. Ensuite, il faut appréhender la chose, répondre au maximum aux questions, aux blocages et nous, en tant que filière, venir avec des solutions. Par exemple, si on parle de l'étiquette qui est utilisée sur les bouteilles, il faut penser à qu'elle puisse être enlevée suite au lavage. Donc c'est l'accompagnement de ces différentes choses qui permettront aux producteurs d'être dans la filière de la consigne qui peut poser problème, mais c'est pour ça qu'on est là aussi également. Et c'est ça qui est vraiment plaisant dans la filière. Le concept même de la consigne est en règle générale très bien compris et apprécié par les producteurs. Pour que cela fonctionne, plusieurs acteurs doivent unir leurs forces, comme cette viticultrice de Colonie qui s'est engagée dans l'aventure. Quand on a un domaine comme vous, c'est beaucoup de travail en plus de faire de la consigne?
Mais c'est un peu comme pour les enfants, si vous attendez le moment où tout est prêt, l'appartement, le bon boulot, ça marche pas. Donc finalement, je me suis lancée en ayant vraiment un peu les jetons au début, il faut dire ce qui est. Et finalement, je trouve des réponses au fur et à mesure. Pour que l'étiquette parte le mieux possible, qu'elle fasse pas de marque sur le verre, il faut qu'elle soit stockée à l'abri. Et ça va être le plus contraignant finalement. Après, c'est vrai que comme cette consigne est monétaire, ça veut dire que la personne qui revient, il faut qu'on soit là pour lui rendre de l'argent. Mais on voit aussi que bien que certaines personnes, en fait, elles adhèrent au projet, peu importe, elles me disent, mais même si vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Vous savez, moi, la consigne, je vais pas la récupérer, mais par contre, j'aime le concept, je vais vous les poser. Et ça arrive que les gens, maintenant, commencent à me poser des bouteilles devant la ferme. Je sais pas qui les a posées, j'ai pas moyen de les retrouver. Mais par contre, ils m'ont ramené les bouteilles pour que je les réemploie. Parmi vos clients, il y en a beaucoup qui jouent le jeu de la consigne, qui sont intéressés par ça? Tout le monde trouve que en fait, ça paraît très naturel. Je veux dire, de ne pas détruire le verre et de le réemployer. Réemployer un contenant en verre, c'est non seulement soutenir l'économie locale, mais aussi économiser environ 80% d'énergie et 50% d'eau. Eh bien aujourd'hui, on a 6 ou 7 points de vente, 8 ou 9 producteurs engagés, et puis on a au total lavé à peu près 28 000 contenants, ce qui représente à peu près 8 tonnes de contenants en verre qui n'ont pas été envoyés dans la filière du recyclage. Et avant, tout le monde consignait. Maintenant, on doit réapprendre quelque part aux gens à avoir ce bon réflexe. Quand on parle avec les gens, les personnes de certain âge s'en souviennent très bien. Elles disent « Ah, mais c'était génial !» Il y a les pupilles qui brillent vraiment, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Et il faut maintenant remettre tout ça en route, redonner de la valeur à la consigne, et c'est ce qu'on fait. Il reste maintenant à séduire de plus en plus d'acteurs, et en premier lieu la grande distribution. Quittons la carouge urbaine pour la carouge nature. Vous l'ignorez peut-être, mais il existe même une réserve naturelle sur la commune. Si vous ne l'avez jamais visitée, c'est bien normal, car il s'agit en réalité d'une île au milieu de l'Arve, officiellement île Brochet. Elle est surtout connue sous le nom de l'île aux castors. Et ce n'est pas un hasard. Oui, à Carouge, il est possible d'observer parfois des castors. Comment ça se présente, Gottlieb, aujourd'hui? Les auspices sont favorables. On est en août, les journées sont encore longues. Et donc le castor va être obligé de sortir avant la nuit noire pour faire tout le travail qu'il a à faire. Et on a des très bonnes chances. Justement, cette île, c'est une réserve naturelle, mais les berges de larves sont aussi protégées. Donc vraiment, le castor ici, il a la paix. Oui, heureusement, grâce à la prévoyance des associations de protection de la nature, ça fait très longtemps que tout le corridor boisé de larves fait partie. Il y a une loi de protection. Et en plus, on a rajouté une deuxième couche de protection pour pas qu'ils soient dérangés sur l'île. Ça fait que cette famille de castors, il y a des générations et des générations, sont une vie tranquille. Colline dit il a la paix, pourtant on est à quelques mètres des voitures qu'on entend fort parfois. Ça ne le dérange pas, il fait sa vie. Il faut lui demander si ça le dérange. En tout cas, c'est sûr qu'il fait sa vie. On a plein d'exemples, que ce soit les Genevois ou les habitants des animaux de Genève, qui ont dû s'habituer au bruit et qui continuent à vivre, que ce soit les avions, les voitures, le train. Là, si on a envie de venir l'observer, l'idée c'est quoi? C'est de venir ici, de rester tranquille, d'attendre? Il faut venir suffisamment tôt, s'installer et après s'immobiliser, ne plus faire de bruit. Il n'est pas vraiment farouche, mais s'il voit des choses inhabituelles, dès qu'il vous aura vu, il plongera et puis vous pouvez rentrer, c'est fini, quoi. Donc il s'agit vraiment de s'installer très discrètement et d'attendre patiemment, de voir en face sur la rive. Il y a plusieurs endroits, il y a des terriers, tout d'un coup il va sortir, il va longer le terrier. Et si vous avez de la chance, vous le verrez faire sa toilette, rencontrer un copain, ou voilà, tout est possible. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que notre premier castor pointe le bout de son nez. Un jeune de l'année, plutôt téméraire, qui ne semble pas le moins du monde impressionné par notre présence. Alors, le castor, c'est un animal très casanier, il connaît bien son territoire, il a ses habitudes, et notamment il passe toujours sur les mêmes sentes entre la rivière pour rejoindre les différents endroits où il va se nourrir dans la forêt. Et là, typiquement, on voit ce genre de corridor qu'il fait, où il a écrasé la végétation, où probablement des générations de castors ont passé et sont partis comme ça dans la forêt, quoi. Le castor est là aujourd'hui, pourtant il n'a pas toujours été là. Anciennement, c'était un animal indigène, mais il avait disparu, puis il est revenu. Ce qui est incroyable, c'est que le castor fait partie de toutes ces séries d'animaux que les humains ont réussi à exterminer complètement. Tellement chassé, tellement pourchassé pour la fourrure. C'était un poisson pour l'église catholique, donc on pouvait le manger vendredi et tout ça, qu'il a complètement disparu. Et c'est grâce à l'initiative des fameux naturalistes de la grande époque, les Robert Renard, les Maurice Blanchet, tout ça, qui ont redécouvert une toute dernière population de castors au fin fond du Gard, au sud de la France,
qui ont obtenu les autorisations et qui ont lancé le premier projet de réintroduction en Suisse qu'on a à nouveau chez nous, quoi. Là, si on voulait voir à peu près où est son terrier, c'est difficile, hein? Alors c'est très difficile parce que le castor, il y a une chose qu'il n'aime pas, c'est les visites. Et donc, pour pas que le renard vienne lui dire bonjour, il va construire son terrier avec une entrée sous l'eau. Et donc, on voit strictement rien, surtout quand il y a la berge élevée comme ça. Si vous allez vous promener au marais d'Aversoix, où les berges sont beaucoup plus basses, là, il est obligé de faire la grande hutte pour avoir un toit qui soit hors de l'eau, hein, parce que la chambre pour dormir, tout ça, ça doit être hors de l'eau. Mais l'entrée est toujours sous l'eau. Donc, à moins de conditions hydrologiques extrêmes, une sécheresse complète, on ne voit jamais par où ça rentre. Et lui, c'est...